Partout au pays, les parkings et les rues industrielles s'illuminent après minuit de quelques signes de vie. Une lanterne qui vacille à l'intérieur d'un vieux camping-car, de la condensation sur les vitres d'un monospace, le bruit de quelqu'un qui fait chauffer de l'eau dans une tasse en métal. Ce sont là que les gens se sentent désormais chez eux, car les loyers augmentent plus vite que les salaires et l'épuisement l'emporte sur les perspectives d'avenir. Ce qui n'était autrefois qu'un abri temporaire pour les vacances est devenu pour beaucoup le dernier rempart contre la rue. C'est un changement discret mais massif, signe de ce qui se produit lorsqu'une génération entière découvre que le sol sous ses pieds n'est plus stable. Et si ce n'est que le début, à quoi devons-nous nous attendre ? L'effondrement entre le logement et le trottoir. Pendant des années, l'image du sans-abrisme était familière. Une tente sous un pont, une personne recroquevillée sur un banc, un panneau en carton bloqué au feu rouge. Mais dans les années 2020, une autre image s'est discrètement imposée dans les rues industrielles et les parkings déserts. Des rangées de camping-cars et de fourgonnettes où des familles dorment, où des travailleurs se lavent avant leur prise de poste, et où des personnes qui avaient autrefois un bail vivent désormais derrière des rideaux accrochés à une fenêtre. Ce n'est plus marginal. C'est le nouveau juste milieu entre avoir un toit et ne pas en avoir du tout. Les véhicules de loisirs sont devenus le dernier rempart avant la rue, car tout le reste s'est effondré. Les loyers ont grimpé en flèche, tandis que les salaires stagnaient. Un seul mois difficile, une facture médicale, une hausse de loyer, une perte d'emploi, suffisaient à contraindre les gens à la rue plus vite qu'ils ne pouvaient s'en remettre. Désormais, l'accès au logement traditionnel exige un dossier de crédit impeccable, un dépôt de garantie important et la preuve de revenus stables. Un camping-car d'occasion ou un fourgon aménagé ne requiert rien de tout cela. Pour beaucoup, c'est devenu le seul abri qu'ils pouvaient encore trouver. Ces véhicules n'ont pas été achetés pour l'aventure. Ils ont été achetés par défaut, faute de mieux, dormir dehors. Une famille s'entasse dans une vieille caravane, derrière la maison d'un ami. Un salarié licencié achète un camping-car délabré, en espérant que ce ne soit que temporaire. Un proche de la retraite pense que vivre sur roue lui permettra de mieux gérer son petit budget. Au début, l'idée semble bonne. Puis les frais cachés apparaissent. Les réparations absorbent tout le salaire. Il faut acheter les pneus par paire. L'assurance grimpe en flèche, car le véhicule sert désormais de domicile. Les frais d'immatriculation engendrent des amendes quand on a des difficultés financières. Un frigo en panne, c'est de la nourriture gâchée. Une batterie à plat, c'est des nuits froides et sans lumière. Chaque panne devient une crise, et chaque crise transforme la question de « est-ce que je vais m'en sortir ?» en « où est-ce que je peux me garer tranquillement ?» Le foyer censé protéger quelqu'un de la rue finit par l'y attirer de force. Et lorsqu'on voit des milliers de personnes vivre ainsi, travailleurs, parents, personnes âgées, on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il est advenu du sol dont ils ont été chassés. Et pourquoi un véhicule aux freins défaillants leur apparaît désormais comme la seule option sûre. Des villes en guerre contre les véhicules dans lesquels les gens vivent. Sur le papier, le règlement municipal concernant le stationnement et le camping semble assez neutre. Stationnement de nuit interdit dans certaines zones. Limite de 72 heures par emplacement. Interdiction des véhicules hors gabarit dans les rues résidentielles. Des règles qui paraissent conçues pour garantir l'ordre et la sécurité. Mais pour quiconque vit sur roue, ce règlement se traduit par quelque chose de bien plus contraignant. Un rappel constant que la ville ne souhaite pas que l'on reste immobile. Les personnes vivant en camping-car le décrivent de la même manière, quelle que soit la ville. Elles trouvent une rue tranquille, suffisamment proche de leur travail, des commerces ou d'un arrêt de bus. Quelques autres véhicules s'installent à proximité. Pendant un bref instant, on se sent en sécurité. Ce n'est pas permanent, mais c'est gérable. Puis les plaintes commencent. Un voisin appelle la mairie. Un autre rappelle. De nouveaux panneaux apparaissent. Les agents de stationnement passent plus souvent. Les contraventions se multiplient. Et finalement, l'opération de nettoyage a lieu. Les opérations de nettoyage ne laissent aucune place à la compassion. Ce qui ne peut être emporté en quelques minutes est jeté directement dans les camions poubelles. Vêtements, literie, ustensiles de cuisine, documents, médicaments, photos. Les véhicules qui ne démarrent pas assez vite, batteries à plat, démarreurs cassés, moteurs qui semblent implorer une dernière chance, sont remorqués et emmenés. Les frais de récupération sont si élevés que beaucoup ne reviennent jamais. Pour les personnes à l'intérieur, c'est comme perdre sa maison en une seule après-midi. Les autorités justifient ces décisions par des problèmes d'assainissement, de sécurité publique ou par les attentes des riverains. Les propriétaires, quant à eux, se disent inquiets, déplorent l'accumulation des ordures ou les transformations de leur quartier qu'ils n'ont pas souhaitées. Entre ces différents arguments, il y a ceux qui tentent de survivre dans leur véhicule, n'ayant qu'un seul message clair à leur égard. Vous ne pouvez rester ni ici, ni là, ni nulle part. Ce qui est souvent occulté dans ces conflits, c'est une vérité simple. Presque personne ne vit dans un camping-car par goût de l'aventure ou de la liberté.
Ces personnes se retrouvent dans cette situation parce que le coût du logement a explosé, dépassant leur capacité à suivre le rythme de leur vie. Et parce que les centres d'hébergement sont saturés, restrictifs ou dangereux pour les familles. Or, les réponses des villes s'attaquent rarement à ces causes profondes. Elles se concentrent plutôt sur le fait de masquer la crise. Lorsqu'une société considère les véhicules stationnés comme une nuisance, mais ignore les pressions qui les ont remplis, un élément crucial disparaît. La question passe de « Pourquoi les gens n'ont-ils pas les moyens de se loger ?» à « À quelle vitesse pouvons-nous faire disparaître les signes qui les rendent inaccessibles ?» Et ce glissement, cet effacement silencieux de la réalité, est précisément ce qui permet à la crise de continuer à s'étendre, à la marge de notre champ de vision quotidien. La routine quotidienne de la survie en véhicule. Vue de l'extérieur, une rangée de campeurs le long d'un trottoir peut sembler immobile et paisible. Vue de l'intérieur, la vie est un casse-tête permanent de compromis et d'improvisation. L'eau n'est pas un robinet qu'on ouvre. C'est une ressource limitée qu'on transporte dans des bidons ou des tuyaux, et qu'on dose soigneusement entre boire, se laver et cuisiner. Chaque goutte utilisée implique un nouveau ravitaillement, souvent à distance, et parfois moyennant un coût. Les déchets ne disparaissent pas comme par magie. Dans les grands camping-cars, les réservoirs doivent être vidés régulièrement dans des stations de vidange payantes, parfois peu accueillantes pour les personnes en situation de précarité. Dans les fourgonnettes et les voitures, on utilise des toilettes de fortune, des toilettes publiques et des sacs poubelles qui finissent par s'entasser dans des systèmes de collecte des ordures déjà saturés. L'électricité n'est pas un droit acquis. Les batteries doivent être rechargées, les générateurs ont besoin de carburant, les panneaux solaires de soleil et d'espace. Une semaine nuageuse peut signifier nuit et nourriture gâchée. Faire fonctionner le chauffage toute la nuit peut entraîner une insuffisance de carburant pour aller travailler le lendemain. Chaque jour se transforme en une série de calculs. Combien de kilomètres puis-je parcourir sans risquer une panne dont les réparations seraient impossibles ? Dois-je dépenser cet argent en essence ou pour payer cette amende impayée qui trône sur mon pare-brise ? Puis-je me permettre de me garer quelques heures près d'un supermarché où vais-je retrouver ma maison remorquée à mon retour ? Le stress n'est pas seulement d'ordre logistique. Il y a aussi la peur constante qu'on frappe à la porte en pleine nuit. Parfois, ce sont les forces de l'ordre qui vous demandent de partir. Parfois, c'est quelqu'un d'ivre, de furieux ou qui cherche une proie facile. Impossible de dormir paisiblement quand on est toujours sur le qui-vive, à l'affût du moindre bruit suspect. De loin, on pourrait croire que les personnes dans les véhicules sont immobiles. De près, on se rend compte qu'elles sont constamment en mouvement pour éviter de perdre encore un échelon. Qui vit réellement dans ces véhicules de loisirs ? Il est tentant d'imaginer que les personnes vivant en camping-car hors des campings aménagés forment un petit groupe bien distinct. Peut-être de jeunes nomades en quête de paysage. Peut-être des personnes qui n'ont jamais trouvé leur place dans un emploi traditionnel. La réalité de 2025 est différente et plus inquiétante. Dans une voiture, on aperçoit une aide à domicile qui travaille à temps plein auprès de personnes âgées dans des logements qu'elle ne pourrait jamais se permettre de louer. Son uniforme est suspendu à un crochet, prêt pour sa prochaine prise de service. Elle se gare près des domiciles de ses différents clients, en essayant de passer inaperçue. Un autre exemple est celui d'un ancien employé d'entrepôt à la retraite, dont la pension s'est avérée inférieure à ses attentes et dont le loyer a de toute façon augmenté. Son camping-car, censé lui servir pour des voyages occasionnels, est désormais son abri permanent, stationné derrière un supermarché jusqu'à ce que la sécurité lui demande de partir. Plus loin dans la rangée, une famille avec un enfant scolarisé. Le sac à dos de l'enfant est posé près de la porte. Il fait ses devoirs à la lumière d'une lampe à piles. L'un des parents travaille de nuit, l'autre de jour, et ils se passent la voiture comme un trousseau de clés, veillant à ce que quelqu'un soit toujours présent avec leur enfant. Il y a des gens chassés de chez eux par le divorce, les dettes médicales ou la vente de leur immeuble par leur propriétaire après 10 ans de vie commune. Il y a des travailleurs indépendants qui livrent des repas et des colis, dormant dans leur véhicule de travail. Il y a des personnes autrefois considérées comme appartenant à la classe moyenne, qui se considèrent désormais chanceuses d'avoir encore un toit. Quand on commence à entendre ces histoires, un schéma se dessine. Il ne s'agit pas d'un mode de vie marginal, c'est une soupape de sécurité pour un système de logement qui ne fonctionne plus pour des millions de personnes. Et si vous n'êtes qu'à quelques salaires de la ruine, celle-ci est plus proche qu'il n'y paraît. Si quoi que ce soit dans ces histoires vous rappelle quelqu'un que vous connaissez ou votre propre vie, n'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires, car les expériences PAMS vécues révèlent ce que les gros titres occultent. Et si vous pensez que davantage de personnes devraient comprendre ce qui se passe derrière ces rangées de voitures stationnées, cliquez sur « J'aime » pour que cette réalité soit plus difficile à ignorer. Si vous souhaitez découvrir la suite de ces histoires,
sur la façon dont les Américains ordinaires sont marginalisés bien avant que quiconque ne s'en aperçoive, abonnez-vous, non pas pour vous divertir, mais parce que connaître la vérité est le premier pas vers le changement. Quand le fantasme de la vie en van se heurte à la réalité d'un parking, sur les réseaux sociaux, une toute autre image de la vie en véhicule se dessine. Des vidéos soignées montrent des fourgons aménagés, avec des plafonds en cèdre, des kitchenettes et des gens se réveillant face à l'océan. Les légendes évoquent la liberté, le minimalisme et l'envie de fuir le stress quotidien. C'est magnifique. Et c'est voulu. Cette forme de vie en van existe bel et bien pour certains. Mais lorsqu'on juxtapose ces images à des rangées de camping-cars rouillés devant une usine, le contraste est saisissant. D'un côté, on choisit de vivre sur la route et on peut partir quand on veut. De l'autre, on n'a nulle part où aller. Pour ceux qui se retrouvent à bord d'un véhicule par nécessité, le fantasme virtuel est presque cruel. Il n'y a pas de longs trajets à travers des paysages idylliques. Il y a des nuits dans des parkings bruyants, des journées passées à chercher une place de parking légale, pas trop loin du travail ou de l'école. Il n'y a pas de kitchenette parfaitement équipée. Il y a un réchaud de camping en équilibre sur une caisse, une glacière qui ne suffit pas toujours. L'algorithme adore les histoires simples, démissionner, acheter un van et parcourir le pays. Il ignore la version où quelqu'un, faute de moyens pour se loger, se retrouve contraint d'acheter un camping-car pour ensuite découvrir que sa nouvelle maison sur roue ne peut parcourir que quelques kilomètres sans risquer la panne. Lorsque ces deux réalités se heurtent, une vérité essentielle se révèle. Les véhicules ne peuvent symboliser la liberté que dans une société où un logement stable est accessible. Lorsque des millions de personnes n'ont pas les moyens de s'offrir cette stabilité, le camping-car cesse d'être une échappatoire romantique et devient une sorte d'avis d'expulsion sur roue. Santé, sécurité et vieillissement dans un parking. Une maison a toujours représenté bien plus que son plan. C'est une isolation dont on se soucie sans y penser. Un thermostat qu'on règle sans hésiter. Une salle de bain, rien qu'à soi. C'est la tranquillité d'esprit. De savoir que le toit au-dessus de soi ne s'effondrera pas au bout d'une semaine. Lorsque ces éléments essentiels disparaissent, la perte se fait d'abord sentir dans le corps, bien avant que les chercheurs, les décideurs politiques ou les médias ne s'en aperçoivent. On la ressent dans les articulations, dans le sommeil, dans cette respiration plus courte durant une saison qui auparavant ne nous inquiétait jamais. À l'intérieur d'un camping-car aux parois fines, les vagues de chaleur se transforment en véritables épreuves de survie. Une personne âgée, même légèrement malade, passe un après-midi interminable à regarder la température intérieure, grimper au fil de la montée du soleil. L'ombre d'un bâtiment voisin apporte un peu de répit, mais les parois métalliques absorbent la chaleur sans relâche. La climatisation nécessite un générateur ou un branchement au camping, un luxe inaccessible à la plupart des occupants de véhicules. Ouvrir les fenêtres permet d'aérer, mais laisse aussi entrer les gaz d'échappement des camions au ralenti, les voix des passants et la désagréable constatation qu'une moustiquaire ne protège pas. En hiver, tout s'inverse. Les bonbonnes de propane grincent sous le poids des dernières gouttes de gaz. Les radiateurs électriques d'appoint sollicitent à l'extrême des prises qui n'ont jamais été conçues pour un usage continu. Et les couvertures s'accumulent sur le lit en couches successives, sans parvenir à chasser le froid. Du givre se forme sur les murs intérieurs, assez fin pour être essuyé, mais suffisamment épais pour rappeler que l'air extérieur est glacial. Les personnes âgées se lèvent du lit, raides et douloureuses. Parfois avec les doigts tellement engourdis qu'elles ont du mal à saisir leurs médicaments. Un seul coup de froid suffit à envoyer quelqu'un aux urgences, alors qu'il cherchait justement à l'éviter faute de moyens. Le système de santé lui-même devient un véritable labyrinthe. Sans adresse fixe, le courrier officiel devient aléatoire. On manque des rendez-vous, faute de lettres de rappel. Les médicaments réfrigérés deviennent un pari risqué en raison des coupures de courant. Même se rendre à la clinique se transforme en véritable épreuve. Horaires de bus inadaptés aux besoins de mobilité réduite, longues marches depuis les places de parking autorisées, ou encore demander de l'aide à des inconnus à des heures où peu de gens sont éveillés. La sécurité ajoute une dimension supplémentaire. Les femmes évoquent à voix basse les réflexes qu'elles ont développés malgré elles. Dormir sur leurs deux oreilles, mémoriser les itinéraires d'évacuation, garder leurs clés à portée de main pour pouvoir les attraper dans le noir. Celles qui ont déjà été agressées ou volées savent qu'un seul coup déterminé suffit à forcer la portière verrouillée d'un camping-car. La police finira peut-être par arriver, mais les délais d'intervention sont longs lorsque l'appel provient d'une personne stationnée dans une rue isolée. Vieillir chez soi a toujours signifié vieillir dans une maison, dans un quartier où l'on se sent chez soi, dans un logement adapté. Vieillir dans un camping-car garé derrière un entrepôt ou au fond d'un parking de supermarché, c'est tout autre chose. C'est se débattre dans un monde qui n'a pas été conçu pour les corps fragiles, un monde qui vous incite sans cesse à bouger, même lorsque vos articulations et votre véhicule vous lâchent.
Cette réalité est rarement évoquée dans les rapports officiels. Elle se lit sur les visages de ceux qui vieillissent plus vite que prévu, dans leur façon d'appréhender l'hiver, plutôt que de le considérer comme un simple désagrément, et dans le silence qui entoure une crise que personne ne veut regarder en face. Le système qui a fait exploser le nombre de sans-abri en véhicule, lorsqu'une crise devient impossible à ignorer, on a le réflexe de chercher des explications individuelles. Mauvaise décision, manque de planification, échec personnel, cela paraît plus simple. Mais quand des rues entières, dans plusieurs villes, se remplissent de personnes vivant dans leurs véhicules, l'explication doit prendre une dimension plus globale. Depuis des décennies, la politique du logement aux États-Unis considère les maisons avant tout comme des produits d'investissement, et le logement ensuite. Le système fiscal encourage la propriété et la hausse des prix de l'immobilier. Les investisseurs achètent des immeubles et des maisons individuelles, les intégrant ainsi à leur portefeuille d'actifs. Les loyers ne sont pas fixés en fonction des revenus réels des habitants, mais en fonction du prix que le marché estime susceptible de payer à terme. Parallèlement, les salaires de nombreux travailleurs ont stagné. Le coût de la vie, qu'il s'agisse des soins médicaux, de l'éducation, de l'alimentation ou des transports, a augmenté plus rapidement que les revenus. Les dispositifs de protection sociale ont été réduits et leur accès est devenu plus difficile. Les listes d'attente pour obtenir de l'aide se sont allongées pendant des années. Dans de nombreuses régions, les règlements d'urbanisme sont tellement rigides qu'il est difficile, voire impossible, de construire des logements véritablement abordables. Les propriétaires, craignant des changements ou une dépréciation de leurs biens immobiliers, s'opposent aux nouveaux projets immobiliers, susceptibles d'installer des voisins aux revenus plus modestes. L'expression « pas dans mon jardin » peut paraître anodine, mais son impact est bien réel. Dans ces conditions, le fait de se retrouver sans abri en camping-car n'était pas un accident, mais une solution de repli. C'est ce qui arrive lorsqu'une société laisse le logement se transformer en un jeu de chaises musicales, où les places se font de plus en plus rares, puis blâme les personnes qui restent quand la musique s'arrête. Si cela vous paraît trop pessimiste, voyez les choses autrement. L'augmentation du nombre de personnes sans domicile fixe dans leur véhicule est moins une surprise qu'une manifestation concrète de tensions déjà existantes. C'est la partie émergée de l'iceberg qui laisse entrevoir l'ampleur de la partie immergée. Des solutions qui ne résolvent rien face à l'inquiétude croissante de la population, villes et États ont commencé à annoncer des programmes destinés aux personnes vivant dans leurs véhicules. À première vue, ces initiatives semblent prometteuses. Des zones de stationnement sécurisées où il est possible de passer la nuit sans être verbalisé, des villages temporaires de mini-maisons et une augmentation du nombre de places en centres d'hébergement. Certains de ces efforts aident réellement le petit nombre de personnes qui parviennent à accéder au site. Un parking surveillé, avec toilettes et agents de sécurité, est plus sûr qu'une rue chaotique. Une petite cabine avec une porte qui ferme à clé est préférable à un siège auto, qui ne s'incline jamais complètement. Mais malgré les inaugurations et les communiqués de presse qui célèbrent ces solutions, la réalité reste immuable. Le nombre de places est presque toujours bien inférieur au nombre de personnes qui en ont besoin. Les règles imposées peuvent être si strictes que les personnes qui travaillent tard, qui ont des animaux de compagnie ou qui vivent en couple ne sont pas admissibles. De nombreux programmes sont financés à titre expérimental et non pérenne, ce qui signifie que les résidents vivent dans la crainte de voir disparaître la solution qu'ils ont enfin trouvée. Parallèlement, les fonds alloués au maintien de l'ordre restent constants. Les opérations de ratissage, les contraventions, les enlèvements de véhicules et la présence policière constituent des lignes budgétaires rarement réduites. Il est politiquement plus facile de financer le démantèlement des campements visibles que de s'attaquer aux structures sous-jacentes qui les engendrent. Il en résulte un cercle vicieux. Les personnes sont déplacées d'un endroit à l'autre, leurs véhicules sont volés et perdus, et de nouvelles personnes se retrouvent sans abri pour les remplacer. Qualifier ces efforts de solution revient à dire qu'un pansement est un remède. Utile sur le moment, certes, mais la plaie sous-jacente continue de s'aggraver. Et tandis que l'attention reste focalisée sur la gestion des symptômes, la cause continue de se propager. Le véritable coût de l'acceptation des véhicules comme nouvelle norme. Avec le temps, les sociétés s'adaptent à presque tout. Ce qui aurait autrefois choqué devient banal. C'est en partie ce qui rend la crise des sans-abri vivants en camping-car si dangereuse. Plus on voit de rangées de véhicules alignés dans les rues, plus on cesse de se demander comment ils sont arrivés là. Les enfants grandissent en traversant des zones industrielles, apprenant à reconnaître certains quartiers comme étant habités par ces gens-là. Les travailleurs se rendent au travail en passant devant des campements et des rangées de véhicules, intégrant silencieusement que cela fait partie intégrante de la vie moderne. Les médias abordent le sujet de temps à autre, puis passent à autre chose. Les politiciens en parlent pendant leur campagne, puis se concentrent sur d'autres priorités. Le coût de cette insensibilité dépasse le simple inconfort.
Il redéfinit la perception du possible. Si vivre dans un véhicule devient une étape acceptée, une sorte de transition entre le logement et la rue, alors l'idée même de logement comme droit fondamental s'érode. Le message, même s'il n'est jamais exprimé ouvertement, devient clair. Si vous ne pouvez pas suivre le rythme, vous n'aurez jamais droit à un logement décent. Ce message ne se limite pas aux plus démunis. Il se propage au sein même de la société. Les travailleurs qui se considèrent comme appartenant à la classe moyenne savent, d'une certaine manière, que la sécurité sur laquelle ils comptent est plus fragile que celle qu'ont connue leurs parents. Un licenciement, une hausse soudaine du loyer, un divorce, une maladie. La frontière entre nous et eux s'estompe, même si l'on s'y accroche désespérément. Et dès lors qu'une société commence à accepter que de nombreuses personnes vivent indéfiniment dans des véhicules, une nouvelle question se pose. Si nous acceptons cela aujourd'hui, qu'accepterons-nous sans broncher dans 10 ans ou dans 20 ans ? Ce soir, quelque part, une personne est assise dans son camping-car stationné, les lumières tamisées pour préserver la batterie, se demandant quel aspect de sa vie elle pourrait sacrifier ensuite. Elle ne s'attendait pas à se retrouver ici, pas plus que la plupart des gens qui vivent désormais à quelques mètres seulement du sol. Si ce récit vous rappelle quelque chose, n'hésitez pas à partager votre expérience ou vos questions dans les commentaires. Plus le tableau sera complet, plus il sera difficile de nier la réalité. Si vous pensez que davantage de personnes devraient comprendre ce que signifie réellement vivre dans la précarité, cliquez sur « J'aime » pour que cette réalité ne reste pas cachée. Et si vous souhaitez comprendre les forces profondes qui façonnent les défis que les Américains ordinaires devront relever, abonnez-vous, non pas pour vous divertir, mais parce que connaître la vérité devient une question de survie en soi.